Des programmes, une bonne occasion de se pencher sur ce que l'éducation nationale souhaite apprendre aux écoliers et aux lycéens, et puis aussi pour savoir tout simplement ce qu'ils savent. Et pour en parler, je suis donc en compagnie d'une élève de 6e, Lilou. Bonjour Lilou. Bonjour. De Gisèle Jean, qui est sociologue, ex-directrice de l'IUFM de Poitiers, membre du collectif Corpus. Vous nous expliquerez, Gisèle Jean, ce que vous attendez des nouveaux programmes et ce que doit être un bon programme réussi. Jean-Pierre Demailly, bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur de mathématiques à l'Institut Fourier de Grenoble et président du GRIP, qui est le groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes. Et puis enfin, Michel Lusseau, bonjour. Vous êtes géographe à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes le nouveau président du Conseil supérieur des programmes, puisque le précédent a démissionné. Que doit faire aujourd'hui le Conseil supérieur des programmes? Quel est son rôle? Expliquez-le-nous. Alors, le Conseil supérieur des programmes est une création de la loi refondation de l'école de juillet 2013. Il a été créé dans la foulée de cette loi avec comme objectif, en tant qu'entité indépendante placée auprès du ministre, je reprends les termes de la loi, de définir les programmes d'enseignement obligatoires, mais également en fait les programmes d'enseignement de la maternelle, afin de parvenir à cette refondation de l'école à partir du constat que les programmes actuels n'étaient pas satisfaisants et que l'école devait changer, devait améliorer l'efficacité de ses apprentissages, devait mieux tenir compte des besoins des élèves à partir d'une réflexion sur les programmes et je dirais aussi d'un changement d'orientation par rapport à ces programmes, c'est-à-dire avec la volonté de sortir d'une logique un peu encyclopédique qui caractérise les programmes à la française depuis longtemps, pour aller plus vers ce qu'on appelle une logique curriculaire, c'est-à-dire au sein de laquelle... Curriculaire, alors ça c'est un mot compliqué qu'utilisent souvent donc les professionnels de la pédagogie. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, la logique curriculaire, c'est la logique qui veut que l'on s'intéresse plutôt au déroulement de la scolarité sur plusieurs années, à travers des logiques de cycle, et que l'on insiste beaucoup, non pas seulement sur l'atteinte d'objectifs propres à chaque discipline, mais aussi sur l'atteinte d'objectifs plus généraux. Alors moi, lorsque je lis les programmes d'histoire de 6e, je les trouve tout simplement délirants. On apprend par exemple la dynastie des Gupta de l'Inde classique. Alors c'est 6e siècle pour ceux qui l'ont oublié. Le règne de l'empereur Wu, c'est un empereur chinois en 180 avant Jésus-Christ. Est-ce que ça n'est pas tout simplement se tromper non seulement d'époque par rapport à ce que savent les collégiens, mais est-ce que ça n'est pas le signe tout simplement que ces programmes sont complètement à bout de souffle, Michel Lusseau? En tout cas, il y a une sorte de convergence de tous, et d'abord au premier chef des enseignants, sur le fait que les programmes actuels, qui sont fondés sur une sorte de logique d'accumulation de savoir discipline par discipline, ces programmes actuels deviennent tout simplement infaisables en classe, dépassent souvent les élèves, les ennuient parfois aussi les enseignants et les professeurs, et ils ne sont pas aussi gages, on le sait, de la réussite du plus grand nombre, sans qu'on puisse tout à fait être sûr qu'ils garantissent l'excellence de quelques-uns. Votre prédécesseur a démissionné parce qu'il trouvait la tâche infaisable. Vous êtes plus courageux que lui? Non, mon prédécesseur a démissionné pour des raisons qui sont les siennes. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on appelle une tautologie. Exactement. La création du Conseil supérieur des programmes est une création importante. Moi, je crois que le système éducatif doit être amélioré en continu. C'est la grandeur de la République que d'y croire aussi. Je pense qu'il y a une commande politique qui est tout à fait légitime. Après tout, on comprendrait mal que les élus de la République commande politique peut-être, mais la commande sociale, tout simplement la société, qui trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'école, et à mon avis, les programmes, encore une fois, de 6e en sont l'illustration. J'ai eu des petits-neveux à qui on demandait une fiche sur Héraclite d'Éphèse. Je suis sûr que la plupart des adultes ignorent qui est Héraclite d'Éphèse. Sans doute, il y a une sorte de dérive encyclopédique des programmes, mais qui ne procède pas d'une quelconque volonté de nuire de qui que ce soit. Il faut bien insister là-dessus. C'est nuire quelque chose peut-être par incompétence. Non, je pense qu'il y a une tradition française qui est de fonder l'école sur l'apprentissage des disciplines. Et des disciplines, pense-t-on, au meilleur niveau de référence de la science du moment. C'est pour ça qu'en France, les enseignants sont recrutés à partir de leurs compétences disciplinaires. Sans remettre en question cela, on peut passer à une logique un peu différente où on insiste aussi sur les besoins des élèves en fonction d'une société qui a beaucoup changé et sur une identification d'objectifs plus transversaux.
Proposition de rançon pour la refonte des programmes. Ce sont les élèves qui gênent l'efficacité de l'école. Il faut donc les délocaliser. Rançon, voilà une bonne et une saine proposition. On écoute Vanessa Paradis. Pas besoin de permis. C'est un disque choisi par Thierry Dupin avec Stéphanie Texier à la réalisation. Pression qui s'exerce sur les parois du bathyscaphe à 150 mètres de profondeur. Silence! C'est très facile. Faites pas semblant d'être plus nul que vous n'êtes. Il n'y a qu'à appliquer le principe d'Archimède. Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... De la part d'Archimède. On parle refonte des programmes sur Service Public France Inter. Rançon, le dessinateur qui nous accompagne toute la journée, demande pourquoi a-t-on encore de la géographie alors qu'on a juste besoin d'apprendre à utiliser un GPS. Voilà, c'est le cœur du sujet. Qu'a-t-on besoin d'apprendre aujourd'hui? Pour répondre à cette question, Jean-Pierre Demailly, mathématicien président du GRIP, qui est le groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes. Michel Lusseau, géographe à l'École normale supérieure de Lyon et président du Conseil supérieur des programmes. Et Gisèle Jean, sociologue, ex-directrice de l'IEFM de Poitiers, qui est membre du collectif Corpus. Que demandez-vous au programme aujourd'hui, Gisèle Jean? Alors, je vais expliquer... Bonjour d'abord. Je vais expliquer ce qu'est Corpus. C'est un collectif qui s'est construit il y a à peu près 1 an et demi pour refonder les programmes scolaires, mais pas seulement scolaires. Aujourd'hui, on ne pense qu'uniquement programmes scolaires. Nous, ce que nous demandons, c'est de réfléchir en même temps aux programmes universitaires et scolaires. Il y a un décalage énorme entre ce qui est enseigné à l'université et ce qui peut être enseigné en collège, en lycée. Par exemple? Tout à l'heure, je discutais avec Monsieur Demailly, avant d'entrer, sur la question de la géométrie. La géométrie est un maillon faible, on le sait, tant à l'université dans l'enseignement que dans le second degré. Si on ne lie pas les deux, quand je dis lié, c'est lié fortement dans la réflexion des différents programmes, alors on n'avancera pas. Et je vais prendre un deuxième exemple, mais c'est vous qui l'avez donné tout à l'heure, alors je rebondis dessus. Nous avons effectivement eu plusieurs fois un prix Nobel en économie, ce qui est quand même assez remarquable en France. Et en même temps, les sciences économiques aujourd'hui ne sont pas enseignées à tous les élèves et on déplore sans cesse que les élèves ne savent rien. Si on veut se poser aujourd'hui certaines questions et qu'on veut pouvoir finalement faire avancer l'ensemble de la société, c'est ça en fait les programmes, faire avancer l'ensemble de la société autour de grandes idées, notamment la question du chômage. Il faut qu'à un moment ou à un autre, cette question-là puisse être enseignée dans le système scolaire. On pense toujours les choses à l'envers, c'est-à-dire effectivement de façon progressive, Monsieur Lusseau l'a dit tout à l'heure, par accumulation, sans jamais réinterroger les questions fondamentales qui doivent l'être. Que savent les élèves? Nous avons une élève de 6e qui est là, dans ce studio. Lilou, est-ce que tu connais bien tes tables de multiplication? Oui, mais c'est plus quelque chose que les professeurs pensent acquis, ce qui n'est pas vraiment le cas pour certains. Et puis même après, des fois, ils peuvent avancer dans certaines matières. En tout cas, tu parles bien. Plus que d'habitude, mais par exemple, nous, en histoire, par exemple, nous avons passé 55 minutes pour parler de l'Égypte ancien. Même les professeurs, on en parlait aux parents, ils trouvent que c'est pas assez, et c'est quelque chose aussi qui manque sur les programmes scolaires, plus de temps. Mais si je te dis 8 x 8, par exemple, Eh ben, ça fait combien? 8 x 8? Oui. Mais pourquoi vous me demandez cette question? Je te demande tes tables de multiplication. Pourquoi? Quelle est la réponse? 63. Ah, ouais. Donc il y a encore une marge de progression, mais tu te débrouilles bien, tu négocies bien, même si tu ne connais pas encore par cœur tes tables de multiplication. Et nous sommes en ligne avec un professeur de mathématiques, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Est-ce que vos élèves connaissent bien leur table de multiplication? Vous enseignez au collège, Michel. Mes élèves connaissent partiellement les tables de multiplication. Je pense que vous avez eu un exemple assez représentatif sur le plateau. Et en tout cas, ils ont appris à négocier et à poser des questions et à demander la légitimité des questions qu'on leur pose. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est compliqué d'enseigner les mathématiques aujourd'hui au collège, Michel? Alors, est-ce compliqué ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un beau métier, qu'il y a beaucoup à faire. J'ai entendu un petit morceau de l'émission. On parle beaucoup d'accumulation des connaissances. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans cette logique-là. Certes, on essaye de
faire progresser la connaissance, mais en même temps sans cesser de faire des liens entre les différentes connaissances à l'intérieur même d'une discipline, à l'intérieur même des mathématiques qu'on enseigne dans une classe. On fait des liens entre les morceaux du programme, entre la connaissance apprise à un moment de l'année ou même précédemment dans la scolarité et la connaissance apprise aujourd'hui. Voilà. La création de liens et le fait de montrer qu'il y a des liens entre les connaissances est essentiel dans l'enseignement. Mais est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous dites ça suffit pas comme si, il faut une refonte des programmes parce que ça peut plus durer comme ça? Il y a un vrai décalage entre ce qu'on doit apprendre aux élèves et ce qu'ils savent réellement. Michel, vous qui êtes prof de maths, au collège. Il faut réfléchir au programme, ça c'est certain. Le monde qui nous entoure évolue, ce dont les machines sont capables notamment évolue beaucoup. On n'apprend plus les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Vous posiez bien la question au début de l'émission, me semble-t-il, en disant qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qui reste indispensable à apprendre, c'est-à-dire en gros de quoi a-t-on besoin que les machines ne feront pas pour nous. Aujourd'hui, il est encore écrit dans les programmes et dans les projets de savoir lire une carte, par exemple. Je pense que la majorité des Français de moins de 30 ans ne savent plus lire une carte et effectivement se branchent sur le GPS et il me semble, selon moi, que ça fonctionne assez bien. Donc, est-ce que il est encore utile de savoir lire une carte? Je ne le sais pas. Voilà, l'avenir nous le dira. C'est la question qu'on va poser, en tout cas pour la calculette. Merci Michel d'avoir été en ligne avec nous ce matin. On pose la question à Jean-Pierre Demailly, qui est mathématicien, professeur de mathématiques à l'Institut Fourier de Grenoble. On a entendu Lilou puis Michel. On voit que la connaissance des tables de multiplication en 6e est perfectible. Est-ce qu'on peut devenir un bon matheux si on ne connaît pas ces tables de multiplication? Et je dis pas ça parce que Lilou, comme le dessine Rançon, vient d'être privé de sortie mercredi pour ne pas avoir su ces tables de multiplication. Jean-Pierre Demailly. Bonjour. Je voudrais tout d'abord rappeler que les mathématiques sont une discipline plusieurs fois millénaire qui a toujours été au cœur de l'activité humaine. Commerce, agriculture, architecture, évolution des techniques et aujourd'hui de la technologie. Donc nous avons besoin, comme au temps des Grecs et des Babyloniens, des mathématiques. Nous en avons besoin encore plus avec l'émergence des technologies modernes, de la science en général, qui trop souvent donnent lieu à des boîtes noires, les calculettes, les ordinateurs. Les gens les utilisent mais ne savent pas comment elles fonctionnent. Or, pour que notre société se développe, il faut impérativement que nous ayons des gens qui maîtrisent toutes ces technologies et qui soient capables d'en tirer profit. Actuellement, nous souffrons d'un très grand déficit de l'apprentissage des mathématiques, discipline absolument cruciale pour l'ensemble des sciences. Nous avons des programmes qui malheureusement sont très incohérents dès l'école primaire. Nous avons des lacunes considérables en géométrie à l'école primaire et également au collège. Les réformes successives n'ont fait que dégrader la situation. En particulier, vous avez maintenant au lycée des horaires d'enseignement des sciences qui sont réduits à une peau de chagrin, avec comme conséquence, on ne sait pas l'unique raison, mais c'est certainement une raison très importante, un déficit des vocations pour les études scientifiques. Donc la situation du pays est, je dirais, très grave. Et vous êtes plutôt pessimiste, en tout cas, vous pensez que les programmes actuels demandent une refonte, exigent une refonte. Alors on a continué cette perspective de test pour savoir ce que savaient nos élèves, nos collégiens et ce qu'ils ignoraient. Et c'est le test du jour dans Service Public. 1, 2, 1, 2. J'ai testé pour vous la pilule Nobab. Je ne peux rien dire encore, mais il n'est pas impossible qu'il faille la prendre 2 fois par jour. 1, 2, 1, 2. Nous allons maintenant faire le test de capacité à l'autorégulation thermique. Mettez vos casques.
Bonjour Lénora Krief. Bonjour Guillaume. Alors voilà, on a fait l'interro de 10h du matin et la maîtresse d'école, c'est vous. Et oui, je me suis transformée en maîtresse d'école. À la sortie des cours de 2 collèges à Paris, j'ai fait passer une petite interro d'histoire à des élèves de 3e. Les questions portent essentiellement sur le XVIIIe siècle et les révolutions au programme de 4e et sur le XXe siècle qui commence à aborder cette année en classe. Alors pour la première épreuve, je me suis rendue à la sortie du collège Saint-Louis de Gonzague dans le 16e arrondissement de Paris. Et il faut le dire, c'est presque un sans faute. Voilà. On écoute ces élèves. Quel roi fait passer la France d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle? Louis XVI. Louis XVI. C'est logique. En quelle année Louis XVI proclame-t-il la monarchie constitutionnelle? 90. 1790, tu dis? Oui. Non, c'est 1792. Ah, un peu avant? 91. Quel est l'événement emblématique de la Révolution française? La prise de la Bastille. La prise de la Bastille, ouais. 14 juillet 1789 qui deviendra la fête nationale un an plus tard. Dans quelles conditions Louis XVI est mort? Guillotiné. Avec sa femme. Louis XVI est mort guillotiné le 21 janvier 1793. Pas tous en même temps. 21 janvier 1793. Contre quelles armées se battait Napoléon durant la bataille de Waterloo? Alors c'est les Anglais, les Prussiens. Si, c'est les Anglais et les Prussiens. La grande crise du monde capitaliste américaine puis mondiale au XXe siècle était en quelle année? 1929. Crise de 29, c'est le jeudi noir. Que désigne-t-on sous le terme de Shoah? La déportation massive du peuple juif pendant la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Qui présidait le parti fasciste qui dirigeait l'Italie? Mussolini. Et pour évaluer les différences de niveau dans les établissements, j'ai traversé la capitale pour me rendre cette fois à la sortie du collège Jacques Decour, situé dans un quartier plus populaire au nord de Paris, dans le 9e arrondissement. L'interro se déroule dans les mêmes conditions. Je reprends donc mes questions et relance le chronomètre. Et vous êtes vraiment diabolique, vous devriez laisser quand même ces adolescents se reposer après une longue journée de travail, Lénora. Quel roi fait passer la France d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle? Ah oui. Oh la honte. Je sais pas. Louis XVI. Moi je dis c'est Louis XIV. Ah mais ça a rien. Ah mais oui, parce qu'il se fait tuer aussi. Bah oui, c'est Louis XIV. Bah c'est Louis XVI. Louis XVI aussi, je dirais, du coup. En quelle année Louis XVI proclame-t-il la monarchie constitutionnelle? En 1792. Non, si, 92. Ouais. 96, moi je dirais. 1896. Moi je dirais 1787. 1788. 1791. Quel est l'événement emblématique de la Révolution française? Prise de la Bastille. Prise de la Bastille. Prise de la Bastille. La date? 1644. Non. 1789, ça le teubait. 1789. Dans quelles conditions Louis XVI est mort? On lui a tranché la tête à la guillotine. On lui a coupé la tête à la guillotine. Guillotiné. Guillotiné. Contre quelles armées se battait Napoléon durant la bataille de Waterloo? Anglais. Et je pense qu'il se battait contre les armées anglaises. Angleterre, je crois, il y avait juste l'Angleterre. Les Prussiens? Les Prussiens aussi, ouais. La grande crise du monde capitaliste, américaine puis mondiale, au XXe siècle, était en quelle année? Je sais. 1932. 1944. 30. Le crash boursier en 1930? Ouais. 1929. Presque. Que désigne-t-on sous le terme de Shoah? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un truc comme ça. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois, c'est l'exil des Juifs, un truc comme ça. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est un rapport avec les Juifs. Je sais pas quoi exactement, mais un rapport avec des Juifs en tout cas. Le génocide des Juifs. Ouais, le génocide des Juifs, ouais. Je sais pas. À combien estime-t-on le nombre de Juifs déportés durant la Seconde Guerre mondiale? Je crois que c'était des Juifs. Je crois qu'on était à 7 millions. Non, 1 million. Je sais plus en fait. Je sais plus. En plus, on a fait ça avant-hier. J'ai oublié. Mais je sais que 700 000 on a fait. C'est 700 000 de Juifs. Et les Arméniens, c'était pas les Juifs. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus. 6 millions. Qui présidait le parti fasciste qui dirigeait l'Italie? Mussolini. Non, je confonds avec Staline. C'est Benito Mussolini. C'était la bonne réponse.
Est-ce que vous avez l'impression de retenir ce que vous apprenez au fil des années? Non, non, vraiment. Vraiment pas. En fait, on apprend juste et après on oublie. Ouais, on apprend juste pour le contrôle. Merci Lénora Krief pour cette interrogation dont les résultats sont, contrastés. Michel Lusseau, vous êtes président du Conseil supérieur des programmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre? Mais je crois qu'on peut partir de la dernière remarque du dernier élève, c'est-à-dire on apprend pour les contrôles et après on oublie. Et on voit bien que ce qui est important à l'école, ça n'est pas tellement ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Je vais user de cette formule un peu paradoxale, mais plutôt comment tout forme système pour donner des bases de connaissances qui seront ensuite réutilisables dans la poursuite du projet scolaire ou dans la poursuite de la vie personnelle et individuelle des individus. Il y a autre chose d'assez scandaleux finalement dans ce reportage, c'est que lorsqu'on compare les résultats d'un très bon lycée situé dans les quartiers chics de Paris et ceux d'un lycée situé dans les quartiers populaires, la différence est quand même frappante et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment mal au cœur quand on l'entend, Michel Lusseau. Il est surtout surprenant qu'on s'en émeuve aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose qui est très ancien et qui est un des problèmes on aurait pu justement croire qu'on avait réussi à contrebalancer, on va dire, les déterminismes sociaux. On s'aperçoit que ça n'est absolument pas le cas. On le sait, l'école française est une école qui a comme caractéristique de former très bien une petite élite, mais d'être très inégalitaire, avec notamment des niveaux de sortie sans diplôme qui sont absolument intolérables. Plus de 140 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune certification. Il est donc urgent de faire quelque chose. Et les programmes sont une manière d'essayer de faire quelque chose. Eh ben, on va voir comment cette urgence peut être résolue. Notre dessinateur Olivier Rançon nous fait un Sarkozy qui dit « Après la princesse de Clèves, il va falloir connaître aussi les mathématiques. » Et oui, Rançon, c'est comme ça maintenant. Voici ABC. ABC est enseigné par les Jackson 5. Qui a lire tout le temps? Je te signale que ton père te parle. Ursonar, Adrien, c'est quoi ça? C'est un empereur romain. Ursonar, c'est un empereur romain? Non, Adrien. Oui, bon dit, hein, ça va, hein? T'as qu'à répondre aussi. Ah, qui c'est c'est ton Ursonar qui a taillé la haie? Bon, alors, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu. T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père. Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc. C'est France Inter, service public. La refonte des programmes scolaires, c'est maintenant et c'est en compagnie de Jean-Pierre Demailly, mathématicien, président du GRIP, groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, le président du Conseil supérieur des programmes, Michel Lusseau, et Gisèle Jean, sociologue, qui est membre du collectif Corpus et qui n'est pas contente. Pas contente, non, mais je réagis un petit peu au reportage précédent. On peut toujours interviewer les gens dans la rue. C'est le principe du micro-trottoir. On leur pose une question très précise, hors contexte. Ils sont pas en train de penser à ça, ni réfléchir à ça. Et on s'interroge. Et on en déduit des généralités sur les connaissances des Français. Je trouve ça un peu hasardeux. Je le dis d'autant plus que j'ai enseigné pendant des années une discipline maltraitée par le système éducatif. On dit les Français ne savent rien en économie, par exemple, ou en sociologie. Bah oui, c'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure. C'est exactement ce que je dis, parce que tout simplement, ce n'est pas enseigné. S'il y a une contradiction, on interviewe avec une question extrêmement précise. C'est ce qu'on appelle une interrogation. C'est-à-dire si on n'a pas le droit d'interroger les élèves. Non, une interrogation, une évaluation, se fait en contexte. Là, on a le droit d'interroger, on a le droit de se poser des questions. On a le droit aussi d'en tirer autre chose que la conclusion hasardeuse qu'on est en train de tirer. On doit mettre les connaissances ensemble dans un contexte. Tout à l'heure, le prof de maths a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il fait des liens. Et c'est ces liens-là qu'on attend des élèves. Cette capacité à réfléchir à partir de connaissances solides, certes, mais de réfléchir. C'est vrai que c'est intéressant de savoir que les Prussiens, les Anglais étaient à Waterloo. C'est fondamental. Mais n'exagérons pas. C'est pas ce qui nous est indispensable dans la société de demain. On en a besoin. Mais allons ailleurs. Allons chercher de quoi on aura besoin. Si on n'a pas déjà les bases de la chronologie, si on ne connaît pas un minimum de choses en histoire, alors qu'on essaye d'apprendre aux élèves la Chine des Han, moi je n'ai rien contre la Chine des Han, simplement je considère qu'on essaye de plaquer des programmes qui sont beaucoup trop ambitieux alors que les bases même ne sont pas connues. Si on parle des programmes qui ont été les programmes de 2008, ceux qui sont en vigueur, qui ont été faits n'importe comment, sans bilan, sans aucune réflexion préalable.
Oui, tout à fait. Là-dessus, on est Nous tout à sommes fait d'accord. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que des élèves qui sont interrogés, je vous accorde qu'un micro-trottoir n'est pas effectivement une évaluation extrêmement fiable, mais enfin, en tout cas, ça permet d'avoir une idée sur ce que savent et ne savent pas les élèves. Et on se rend compte, malheureusement, il y a des lacunes importante. Jean-Pierre Demailly, si on en vient maintenant à ce que les élèves devraient connaître. On a maintenant un ennemi, on a la calculette, on a l'obligation d'avoir des élèves qui sont bons en mathématiques. Comment pensez-vous, au travers du GRIP, qui est un groupe de réflexion, vous avez mené des expérimentations, qu'est-ce que vous considérez qu'il faut faire ? Oui, alors je voudrais d'abord rappeler ce qu'est le GRIP. Donc c'est une association loi 1901 qui a été fondée en 2005 et qui est responsable depuis 2005 donc d'une expérimentation scolaire en classe primaire et aussi en maternelle. Le principe de travail du GRIP et de son action qui s'appelle SLEC, savoir lire, écrire, compter, calculer, c'est d'assurer un enseignement extrêmement structuré et progressif, avec des programmes les plus cohérents possibles, qui mettent les différentes disciplines en synergie les unes avec les autres. On estime, nous, que c'est extrêmement important d'apprendre le calcul et la géométrie en liaison avec la langue, avec le français, de faire le lien, par exemple, à l'école maternelle, entre le dessin et l'écriture, synergie entre l'écriture et la lecture. Actuellement, il y a un énorme déficit dans les méthodes d'enseignement de la lecture qui, évidemment, impacte de manière considérable l'enseignement primaire. Nous, on met énormément l'accent sur l'écriture-lecture, donc apprentissage simultané des disciplines. Et nous constatons, y compris d'ailleurs dans des classes situées dans des zones très défavorisées, que nous pouvons avoir des résultats largement meilleurs que la moyenne nationale française. Donc, c'est vraiment une question, ça marche et il y a vraiment beaucoup à faire. J'aimerais que le système éducatif s'inspire de cette expérience et d'autres analogues. Michel Dussault. Oui, 2 ou 3 remarques. La mise en lien, c'est le fondement des nouveaux programmes. C'est le fondement du socle de connaissances, de compétences et de culture que l'on souhaite mettre en place. Et je dirais que c'est le fondement de l'enseignement réussi. Tout à l'heure, le collègue de mathématiques disait faut-il continuer d'apprendre à lire Descartes ? Dans une certaine mesure, il a raison de poser la question au plan de l'utilité sociale. En revanche, au plan de l'utilité cognitive, il y a peut-être un problème parce que savoir lire Descartes, c'est aussi une manière de maîtriser un type de projection dans l'espace qui peut être utile s'il est mis en lien avec d'autres. Cette mise en lien, elle est fondamentale. Elle fonctionne. L'expérience du GRIP le montre, mais d'autres expériences le montrent aussi, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution unique. Il faut faire appel à la compétence des enseignants, à l'inventivité des enseignants et à toutes les solutions qui fonctionnent. Ensuite, ce qui est absolument essentiel, c'est que nous nous posions la question à travers les programmes de ce qu'il faut effectivement qu'un élève sache. Ce ne sont pas des connaissances ponctuelles dont il a seulement besoin, il a besoin d'être capable de faire un système cohérent avec l'ensemble des connaissances ponctuelles. Et pour ça, toutes les disciplines doivent y concourir en sortant de leur logique strictement disciplinaire. Nous avons Hélène au 01 45 24 7000. Bonjour Hélène, nous vous écoutons. Bonjour, alors j'ai sauté sur mon téléphone quand je vous ai entendu. Moi, je suis professeure d'histoire géo au collège. Ça fait 10 ans que j'enseigne dans des établissements pas favorisés du tout. Et là, en classe, j'enseigne. Vous êtes dans quel coin, Hélène ? J'enseigne en banlieue lilloise. En banlieue lilloise, d'accord. Donc dans un collège en plein cœur d'une ZUP, voilà. Donc et les programmes. Donc moi, je suis professeure d'histoire-géographie et il est clair que les programmes sont lourds. C'est-à-dire que, en clair, on n'arrive pas à les terminer parce qu'il y a trop de choses à faire et que si on voulait traiter l'intégralité du programme, ça nous oblige à passer très rapidement sur des notions qui sont importantes. Je vous donne un exemple. En classe de 4e, vous devez faire ce qu'on appelle l'âge industriel, donc la révolution industrielle et toutes ses conséquences sociales. Vous devez faire tout ça en 4 heures, avec la théorie marxiste, par exemple, dedans, la théorie capitaliste dedans. Donc ce sont des notions qui sont extrêmement compliquées à intégrer pour des élèves de 4e, qu'il faut quand même essayer de leur faire comprendre, parce que comment comprendre l'URSS derrière s'ils n'ont pas une petite notion de tout ça derrière, parce que la guerre froide, etc., il y a des liens. Et on peut pas, en fait, il y a trop de choses à faire et finalement on fait du zapping. Et les élèves ne peuvent pas s'imprégner et s'approprier les connaissances qu'on leur donne.
Mais vous diriez que le jugement qui était plutôt sévère sur les connaissances des élèves tout à l'heure est un jugement justifié. Est-ce que vos élèves, donc vous êtes prof en quatrième notamment dans un collège défavorisé, dites-vous, de la banlieue lilloise, est-ce que les élèves ne savent pas grand-chose ou bien est-ce qu'en réalité ils ont quand même un cadre chronologique en tête ? Ça dépend lesquels, déjà. Globalement, il y a des lacunes. Moi, j'ai des élèves de quatrième qui, sur un planisphère, ne savent toujours pas repérer les continents. Donc après, vous faites la mondialisation, les grands ports internationaux. Enfin, le programme de géographie de quatrième est hyper intéressant parce qu'il parle de la mondialisation vraiment du monde dans lequel il vit. Donc par des exemples concrets, on peut les intéresser à plein de choses. Donc ils peuvent savoir des choses, seulement il faut laisser le temps aux enseignants de travailler par exemple par projet et par interdisciplinarité, ça c'est très bien. Alors là vous insistez tous effectivement sur l'interdisciplinarité. Gisèle Jean, vous hochez, vous opinez du chef. Oui, je trouve ce témoignage extrêmement intéressant. La question du temps, elle est liée à la question des programmes. Le temps aussi pour construire avec d'autres disciplines, tout en étant dans sa discipline, mais on le dit depuis tout à l'heure, c'est la question du lien entre les disciplines que les élèves n'ont pas uniquement à faire, mais c'est aussi aux enseignants en amont et surtout à ceux qui construisent les programmes d'être en capacité de construire ces liens, de montrer ce qui est important. Je veux dire, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est encore plus fondamental, la collègue vient d'en parler, c'est la question de la formation des enseignants, c'est-à-dire qu'il faut être aussi en capacité de comprendre sa discipline de façon en profondeur, je dirais, pour pouvoir l'enseigner, mais aussi les disciplines, on dit connexes. Est-ce que vous êtes en train de dire que les enseignants sont mal formés à ça ? Ils ne sont pas formés, je le dis. Alors, je le dis d'autant plus que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un IUFM, à une formation d'enseignante qui était assez costaud, je veux dire, et qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien en formation. Ça a été un choix récent de la dernière réforme et c'est une catastrophe annoncée pour la suite. Le Conseil supérieur des programmes doit faire des propositions sur ces questions de formation d'enseignants et c'est dommage, aujourd'hui on se polarise uniquement sur la question du socle que doivent apprendre les élèves sans s'interroger sur comment les enseignants vont être formés effectivement à mieux former les élèves. Jean-Pierre Demailly, vous qui êtes prof de maths, une réaction à cette remarque? Oui, c'est clair qu'il y a un déficit énorme dans la formation des enseignants, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il y a une pénurie d'étudiants dans les filières de formation aux professeurs, en particulier. Est-ce que vous seriez en train de dire qu'on recrute n'importe qui? Je vous dirais que l'an dernier, il y avait environ 1200 postes offerts au CAPES de mathématiques et le jury a été contraint de n'en pas pourvoir 400. Donc vous voyez bien quelles difficultés peuvent se poser. Je dirais que plus largement, malheureusement, les jeunes professeurs de collège et d'école primaire ont une formation qui est inadaptée et qui ne leur permet pas d'enseigner efficacement. C'est pourquoi au GRIP, nous assurons des séances de formation et surtout, nous fabriquons des manuels très adaptés qui manquent crucialement à l'école aujourd'hui, je crois. Michel Lusseau, le président du Conseil supérieur des programmes. Oui, la formation est essentielle. Je rappelle que la loi refondation de l'école a remis en place une formation pour les enseignants qui est en cours d'application. Le CSP s'occupera de ça dans une deuxième phase, de même qu'il s'occupera des programmes de lycée. Ensuite, peut-être une réflexion qui va aussi sembler paradoxale, alléger le caractère encyclopédique des programmes. On a vu dans le témoignage de la collègue professeure d'histoire géo à quel point c'était nécessaire sans doute. Ça n'est pas faire baisser le niveau d'exigence, c'est tout le contraire. C'est augmenter le niveau d'exigence parce que c'est se focaliser sur l'apprentissage des fondamentaux, ce qui permet de faire socle de connaissances, de compétences et de culture. Hélène, notre auditrice, est toujours au bout du fil. Où est-ce que vous estimez avoir été bien formée? Hélène, ça fait 10 ans que vous enseignez, nous avez-vous dit tout à l'heure. Alors, moi, j'ai été formée, je dirais que, si l'UFM nous a appris certaines choses, mais pas autant qu'on devrait. Ça veut dire que, en fait, c'est, excusez-moi l'expression, mais on apprend sur le tas, quoi.
on apprend sur le tas. Les professeurs, c'est un peu comme tous les métiers, cela dit. Oui. Après, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Au niveau du socle, là, le socle commun est en train d'être changé. On a été consulter les enseignants et les professeurs des écoles la semaine dernière, consulter très rapidement. On espère qu'on tiendra en compte nos remarques. Mais on nous demande de travailler de plus en plus en interdisciplinarité. Je pense que c'est très bien, que c'est comme ça que les élèves peuvent vraiment s'approprier ce qu'on leur enseigne, mais il faut laisser du temps aux enseignants pour se concerter entre eux, pour préparer des choses ensemble. Et c'est ce dont on manque, parce que quand on veut travailler en interdisciplinarité, ça nous demande du temps pour nous concerter. Oui, évidemment, il faut du temps en plus. Et ça, on peut pas toujours nous demander des choses en plus. Parce qu'à un moment, on n'arrive plus. Quoi. Et ça s'organise. À ce propos, Rançon, qui souhaite avoir des problèmes avec tous les professeurs de France et de Navarre, vient de faire un dessin. On nous envoie de nouveaux profs, même pas formés à lire le calendrier avec ses dates de vacances. Je donnerai les coordonnées d'Olivier Rançon pour tous les professeurs qui veulent le féliciter pour son travail. Nous sommes toujours avec Lilou, une élève de 6e. Tout à l'heure, quand il était question de la lourdeur des programmes, tu avais l'air d'être d'accord, Lilou. C'est-à-dire que par exemple on passe très très vite en histoire géographie beaucoup parce qu'en histoire géographie nous avons que 6 semaines d'histoire, 6 semaines de géographie et 6 semaines d'éducation civique. Et l'histoire par exemple nous pouvons passer qu'un seul cours en parlant de l'Égypte, en passer 2 en parlant de la Grèce et on est comme ça voilà. Et il y en a qui ont été totalement perdus, mais même dans ma classe. Et puis après on met le fait sur les élèves évidemment parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas assez concentrés, mais c'est quand même très difficile de suivre le rythme pour des élèves de 6e dès la rentrée. Bon, écoute, tu as l'air quand même de bien suivre le rythme. Lilou, en guise de conclusion, Jean-Pierre Demailly, beaucoup de remarques également sur le système scolaire, pas tant sur le contenu des connaissances, mais sur la manière dont on l'apprend. On ne ferait pas assez confiance aux élèves ? Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux élèves. Les résultats que nous avons dans nos classes expérimentales montrent qu'on peut améliorer considérablement la situation. Ce que je reproche à la méthode suivie depuis des décennies dans le système éducatif, c'est que il faudrait absolument faire des expérimentations sur le terrain, en mesurer vraiment les résultats et, compte tenu de ces résultats, faire des réformes appropriées. Michel Lusseau, la réforme aujourd'hui, c'est vous. La balle est dans votre camp. Vous êtes président du Conseil supérieur des programmes. Le Conseil supérieur des programmes s'appuie évidemment sur le résultat des recherches, en particulier sur les expérimentations. Il y a une grande recherche qui est menée à l'heure actuelle sur les méthodes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de cours préparatoires auprès de plus de 125 classes. Nous aurons ces résultats et nous en tiendrons compte. En même temps, je crois qu'il faut faire confiance aux élèves et aux enseignants. Je crois qu'il faut aussi rappeler qu'il y a de l'innovation, qu'il y a de l'invention, qu'il y a des résultats. On a été trop démago. Je pense jusqu'ici, on considérait que l'élève était trop puissant. Il faut sortir d'une relation où l'on pense que le ministère est le donneur d'ordre et le prof est le sous-traitant exécutant. Il y a évidemment des programmes qui s'imposent parce que c'est la nation qui s'engage sur ce que les élèves doivent apprendre, mais il faut restaurer la capacité des enseignants avec leurs élèves de mettre en place des méthodes pédagogiques qui assurent l'acquisition des savoirs nécessaires pour les élèves. Et qui permettent effectivement, peut-être qui permettront d'en finir avec cette querelle perpétuelle des programmes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On écoute Tarmac.